Alors, bonjour, bienvenue à cette conférence consacrée au Nouvel Ordre mondial. Mon nom est Chouane Pham, je serai votre animatrice et je suis également membre du conseil d'administration du festival. Et vous comprendrez qu'avec 4 panélistes, ça va aller excessivement rapidement, d'autant plus que je sais pertinemment bien que chacun d'entre eux serait capable de meubler 1 heure chacun, sans problème. Alors, sans plus tarder, je vais vous les présenter brièvement et je vais y aller en ordre alphabétique, si vous permettez. Tout d'abord, John Henley. Bonjour, John. Bonjour. Alors, oui. Alors, John travaille depuis près de 30 ans au Guardian, notamment comme correspondant, grand reporter, chroniqueur. Il a couvert une quarantaine de pays et il a été plusieurs fois récompensé. Aujourd'hui, il est basé à Paris. Mais pour cette fin de semaine, on a la chance de l'avoir en Gaspésie. C'est le Britannique préféré de tous les médias francophones. John, bienvenue en Gaspésie. Merci. Alors, toujours en ordre alphabétique, Jean-François Lépine, qui a plus de vie qu'un chat, disons-le comme ça. Vous savez qu'il a eu une grande carrière à Radio-Canada parce qu'il a couvert notamment Pékin, Paris, Jérusalem. Il a également animé plusieurs émissions d'affaires publiques, Enjeux, Le Point, Zone libre et Une heure sur Terre. Et lorsqu'il a quitté le milieu du journalisme, il fallait encore qu'il travaille parce que c'est plus fort que lui. Il a été président de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, diplomate en Chine pour le gouvernement du Québec. C'est notre invité, mais c'est également le parrain de notre festival. Alors, on est très content de l'avoir sur Bravo! Laura Jury-Perrault. Bonjour, Laura Bonjour. Jury. Allô. Alors, Laura, elle travaille à la presse depuis plus de 20 ans, notamment comme éditorialiste, comme journaliste, comme chroniqueur, souvent et la plupart du temps aux affaires internationales. Elle aussi, elle a couvert une quarantaine de pays. Elle est diplômée de l'Université de Caroline du Nord et avant la presse, elle a travaillé au bureau de CNN à Moscou et au bureau de Gemini News à Londres. Elle a cofondé le Fonds québécois en journalisme international et elle a également enseigné le journalisme international à l'Université de Montréal pendant 7 ans. Merci d'être avec nous, Laura. Et je termine avec Azeb Oueldé-Guerguis parce que Azeb, elle est sur un marathon. Elle vient tout juste de finir le panel précédent sur les présidentielles américaines. Alors, Azeb, encore une fois, tu es journaliste à Radio-Canada depuis plus de 25 ans. Première correspondante du diffuseur public en Afrique. Par la suite, tu as été basée à Londres. Présentement, tu es basée à Washington depuis environ 2 ans et demi. Et on t'a souvent également vu à la barre du téléjournal pour avoir fait quelques converses avec toi. Mais aujourd'hui, je vais poser les questions, si tu me permets. Merci, Alors voilà, Chouane. nos 4 panélistes. Alors, on est très content de vous voir dans la salle parce qu'on est très conscient qu'on aborde un sujet très macro, quand même abstrait, le nouvel ordre mondial. Je vous dirais que c'est un concept qui a souvent été utilisé durant la guerre froide alors que le monde était divisé en 2. Bien sûr, avec l'éclatement de l'URSS, le paysage de la politique internationale a beaucoup changé. C'est devenu plus éclaté, multipolaire, avec des puissances régionales, quelques grandes puissances mondiales, dont certaines qui tentent de faire contrepoids aux États-Unis en représentant les pays en développement, et des grandes puissances qui, on peut dire, ne sont pas toutes des démocraties. Donc, on va essayer de comprendre l'univers dans lequel on baigne présentement. Alors, on va parler du nouvel ordre mondial et d'entrée de jeu, tout simplement pour savoir où vous logez. Je vais simplement vous demander, est-ce qu'il y a bel et bien un nouvel ordre mondial qui s'installe? Si oui, depuis quand et à quoi ça ressemble? Mais vraiment de façon brève, parce que je sais qu'on pourrait coucher ici jusqu'à demain matin. Donc, réponse courte, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question à développement. Alors, on parle le chronomètre. Alors, John, je te laisse ouvrir le bal. Oui, je pense qu'on est dans un nouvel ordre mondial. Je pense qu'il est assez confus pour l'instant. Je pense qu'on commence à apercevoir les contours. Je pense qu'on a connu donc l'ordre mondial
depuis à la fin de la Deuxième Guerre. On a eu une période après-guerre, on a connu une période après-mur, on pourrait dire, donc après la chute du mur de Berlin. Et pour moi, on est entré, et ça a été un peu en voie de développement depuis plusieurs années, mais l'élément déclencheur, le moment déclencheur, c'était l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, on est dans une période après invasion de l'Ukraine. D'accord. Laura, Julie? Moi, je ne pense pas qu'il y a un nouvel ordre mondial. Je pense qu'on est encore dans la chute de l'ancien ordre mondial, qu'on s'en va vers une période de désordre encore plus grande que celle qu'on vit en ce moment, et que peut-être, éventuellement, on verra émaner un autre ordre mondial. Mais je pense qu'on est vraiment au début des troubles. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'on est en plein désordre mondial. Oui. On se cherche beaucoup. C'est ce qui rend les choses inquiétantes, surtout quand on voit deux immenses pays comme la Russie et la Chine s'auto-célébrer cette semaine. Deux pays qui sont devenus, à leur niveau, des pays voyous sur la scène internationale. Je pourrais expliquer pourquoi je dis ça tout à l'heure, mais c'est plus évident pour l'Ukraine et la Chine aussi, c'est très important. On est dans une période où on a complètement, on remet en question complètement, il y a une crise des institutions de solidarité internationale comme jamais auparavant, autant sur le plan économique, l'Organisation mondiale du commerce, les banques mondiales et Fonds monétaires internationaux, etc. Donc, on est vraiment dans un changement profond, une détérioration, à mon avis, de la solidarité internationale qui est extrêmement importante. Il y a une phrase que je retiens, je vous dirai tantôt d'où elle vient, mais en anglais, qui dit « Catastrophe is running faster than cooperation ». C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de possibilités de catastrophes actuellement. On parlait des élections américaines il y a quelques minutes, c'était peut-être un peu ça là aussi. Mais il y a beaucoup plus de possibilités de catastrophes que de signes d'une reprise d'un nouvel ordre ou d'une solidarité internationale. Catastrophe ou chaos, on peut le dire comme ça. Azeb? Moi, je suis un peu plus positive. Je pense qu'on assiste en fait à l'émergence aussi de nouvelles économies, d'un nouveau monde. Les pays qu'on appelait jadis du tiers-monde sont en train de prendre beaucoup plus de place dans ce nouvel ordre. Ça fait partie de ça, ouais. Et donc, c'est aussi l'émergence, c'est ça, d'un nouveau monde. Et je pense qu'on assiste vraiment à un changement, en fait. Et voilà. Je vais rester brève. Azeb qui a été contaminé par Guy Lachapelle dans l'atelier précédent, qui était plus optimiste. Alors voilà, ça se poursuit. Alors, mais qu'on soit dans le désordre mondial, qu'on soit dans un nouvel ordre mondial qui s'installe ou l'émergence d'un nouvel ordre mondial, je pense qu'on a tous un point en commun, et John, tu l'as évoqué, c'est la guerre en Ukraine qui, qu'on le veuille ou non, a quand même marqué un tournant important, surtout pour une Europe qui se veut très solidaire, ou qui a toujours voulu se montrer solidaire, et là, soudainement, attaqué sur son propre territoire. Et là, ça crée des enjeux, ça crée des différences. Tout à fait. Pour l'instant, dans sa grande majorité, les pays européens sont restés plus ou moins solidaires par rapport à cette question d'aide à l'Ukraine, d'aide militaire à l'Ukraine. On ne sait pas combien de temps encore ça va durer. Il y a un ou deux pays membres qui sont beaucoup moins enthousiastes et qu'on peut même qualifier de pro-russes. Mais pour moi, pourquoi j'ai mentionné l'invasion, la guerre en Ukraine comme le moment déclencheur, le moment tournant, c'est vraiment parce que ça a révélé pour moi je suis d'accord qu'on peut peut-être mieux l'appeler un nouveau désordre mondial plutôt, mais c'est en tout cas un changement. Oui. On a jusqu'ici l'idée, quand on parle d'un ordre mondial, on a, je pense, cette idée de la guerre froide, de deux blocs qui se confrontent. Donc l'URSS, et il y a un bloc autour de l'URSS, il y avait un bloc autour des États-Unis. Je pense qu'on a... pour beaucoup, surtout de ma génération, et beaucoup de gens dans l'Ouest, je pense, envisagent le terme ordre mondial, conceptualisent dans ces termes-là de deux blocs
Et ce que la guerre en Ukraine a révélé, je pense, c'est qu'il n'y a plus ces deux blocs. On a imaginé peut-être que ça allait devenir donc, un bloc américain, un bloc de l'Ouest, on peut dire, contre un bloc chinois. Autour de la Chine, la nouvelle puissance économique, etc. Mais en fait, on a toutes, comme tu as dit, on a maintenant la grande différence avec la guerre froide, c'est qu'on a toute une flopée de puissances régionales. La Turquie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, de grands pays, de grandes puissances régionales. Et alors qu'avant, pendant la guerre froide, les autres pays du monde, il y avait une sorte de loyauté automatique, sans question, envers le bloc avec lequel ils s'associaient. Là, ce n'est plus du tout le cas. Là, les pays comme la Turquie, l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, ils sont confiants, ils se conçoivent comme des pays indépendants, ils sont parfaitement capables d'être alliés, je veux dire, et les sondages le montrent. Beaucoup de gens, par exemple en Inde, vont dire j'admire les États-Unis, j'admire les valeurs, j'admire le système démocratique des États-Unis, j'aimerais bien vivre aux États-Unis. J'aime bien l'idée que les États-Unis soient le garant de paix dans le monde, etc. Mais ils n'ont aucun problème à développer des relations extrêmement profondes, commerciales, avec la Chine. Et même de voir la Chine racheter leurs grandes entreprises, racheter des grandes équipes sportives, etc. Donc il y a une sorte de... Pour moi, c'est ce nouvel ordre mondial, ou désordre mondial, c'est un système un peu à géométrie variable, c'est un système à la carte, et pour nous, dans l'Ouest, il va falloir commencer à construire des coalitions au cas par cas, par rapport à chaque sujet. On ne trouvera pas d'alliés automatiques à notre cause comme dans le passé. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand tu disais les deux blocs, c'est que quand on parle d'ordre mondial, c'est que les deux blocs se parlaient. On appelait ça l'équilibre de la terreur, si vous vous en souvenez. Donc, il y avait une sorte de régime international entre ces deux blocs-là, sur lequel était fondé l'équilibre dans les nations, au sein des Nations unies, au sein des organisations internationales. C'était deux grandes zones d'influence. Aujourd'hui, c'est simplement plus complexe. Et puis, pour être positif comme toi, Azeb, c'est vrai que je lisais aujourd'hui, cette semaine, la page couverture du magazine The Economist, c'est un New Economic Order. Hein? Là, on le voit sur le plan économique aussi. Alors, ils décrivent exactement toute la chute des institutions, la montée de puissance qui n'avait pas le même rôle international avant. Là. Donc, tous les pays du BRICS d'abord, le Brésil, l'Inde, etc., l'Afrique du Sud, mais aussi l'Arabie saoudite, la Turquie, c'est des pays qui ont... On a assisté... le magazine décrit une chose qui est intéressante, c'est qu'après la chute du mur, le syndrome du mur, il y a eu une période qu'on oublie, les années 90 et la première décennie 2000, de croissance économique très importante dans le monde, et de croissance en particulier dans des pays qui avaient besoin de croissance, comme la Chine. Hein, on parle de centaines, plusieurs centaines, on dit 800 millions de Chinois qui, pendant cette période-là, sont sortis de la pauvreté. La Chine avait une croissance soutenue de 10 % par année. L'Inde a connu cette période-là aussi un peu après, avec un certain retard. Les pays comme tous ceux qu'on a parlé ont pris de l'importance. Donc, l'ordre, il y avait ce qu'on appelait le consensus de Washington. Washington devenait la seule police dans le monde, tout d'un coup, parce qu'il n'y avait pas d'équivalent. Et là, on est en train de redéfinir tout ça. Moi, la seule chose qui m'inquiète, parce qu'il y a beaucoup de positifs, on vient de le dire, dans ce qui peut se préparer,
mais c'est que, moi, à mon avis, il y a autant le système américain ou la démocratie américaine pouvait être un symbole, autant je vois dans beaucoup de pays dans le monde, dans des continents entiers de la planète, une fascination pour les régimes autocratiques, en particulier la Chine, pour les réussites de la Chine. Et tout ça, c'est pour ça que je parlais de la réunion de Poutine et de la Chine aujourd'hui. Moi, je termine là-dessus parce que je m'amuse à faire beaucoup de conférences sur la géopolitique mondiale. Et je dis que il y a tout un syndrome qui a changé avec la pandémie. Donc, le début des années 2000. D'ailleurs, Poutine a appelé la décennie 20, hein, qui a commencé en 2020, excusez-moi, en 2020, la pandémie. Il appelle ça, lui, la décennie dangereuse. Et c'est sa perception. Et pourtant, c'est lui qui a été le premier à contribuer à la décennie dangereuse. Mais moi, le syndrome de la pandémie, c'est qu'on a vu d'un jour à l'autre un pays qui était en montée en puissance, la Chine, deuxième économie du monde, cacher au reste de la planète les origines du virus, refuser de collaborer avec l'OMS pour essayer de clarifier cette situation-là, se comporter donc en voyou sur ce plan-là, mais je passe tout le reste de voyous que la Chine a continué à faire après. Et puis, même nous, les pays plus prospères, qu'est-ce qu'on a fait avec la pandémie? On a développé à une vitesse folle, avec des investissements fabuleux, nos vaccins, on a développé nos systèmes d'immunité collective, puis on a oublié complètement tout ce qu'on appelle le Sud global, qu'on a laissé. Donc, moi, c'est le pendant de la Chine, c'est la solidarité internationale dont on a prouvé à la faveur au moment de la pandémie l'échec total. Et pour moi, ça, c'est les fondements qui m'inquiètent le plus dans le désordre ou l'ordre qu'on est en train de rebâtir, le comportement voyou, même de la part de grandes puissances, et le manque de solidarité internationale. Parce qu'on a parlé de l'invasion russe en Ukraine, mais est-ce qu'on peut comprendre que ça fait aussi l'affaire de la Chine et peut-être des autres pays qui se sont organisés, alors que du côté de l'Occident, on a ressuscité l'OTAN, on a réutilisé cet outil-là pour se réaffirmer en tant que bloc de l'Ouest, entre guillemets, mais à l'extérieur de ce traditionnel bloc de l'Ouest-là, on a vu le rapprochement de la Chine et de la Russie. On a vu, on cherche des alliances, notamment avec les BRICS. Donc, est-ce que ça fait l'affaire au reste du monde si j'exclus le bloc de l'Ouest? Donc, est-ce que ça fait l'affaire de la Chine aussi, qu'il y a cette invasion russe-là? Et est-ce que ça fait l'affaire aussi des autres pays en développement qui font partie des BRICS, notamment? Je pense que réellement, ça fait l'affaire de personne, mais ça crée d'autres opportunités, une situation dont chacun profite. Mais je vais vous laisser répondre. Je pense qu'une chose qu'il faut qu'on voit, c'est que c'était grandement planifié à partir de la Russie, non seulement ce qui se passe en Ukraine en ce moment, mais l'idée d'attaquer l'ordre qui était basé justement sur le consensus de Washington. Ça n'a pas commencé en 2024, hein, ça a commencé en 2004. Quand Vladimir Poutine est monté sur la scène à la conférence de sécurité de Munich et qu'il a dit à tout le monde ce qui s'en venait. C'est-à-dire que c'était fini. Il considérait que la Russie avait été trahie dans la période de l'après-guerre froide. Les Russes considèrent encore à ce jour qu'ils n'ont pas perdu la guerre froide, qu'ils ont négocié la fin de la guerre froide avec les États-Unis et qu'après ça, les États-Unis ont profité en fait, de la faiblesse économique de la Russie pour s'imposer partout. Et ça, les Russes le sentent de manière très, très forte. Et donc, il a profité de ça à partir de 2004 pour monter toute une propagande. Et aussi, et je rebondis un peu sur ce que Jean-François disait, on parlait de la croissance économique très forte. C'est comme ça que Poutine est devenu aussi populaire. Son pays est passé de la pauvreté. Moi, les années où j'ai vécu en Russie, c'était surtout les années de grande pauvreté. C'est un pays de liberté, mais où les gens crevaient de faim, littéralement, et devaient aller là, sur à leur petit chalet, la datcha, pour faire pousser des patates et des concombres et vendre ça dans les métros à Moscou, particulièrement pour les personnes âgées. C'était horrible ce qu'ils ont vécu. Donc, Poutine a réussi à faire équivaloir démocratie avec pauvreté. Et après, a dit, mais le contraire, c'est que si on a une autocratie, là, on pourrait faire une croissance économique qu'on va diriger
Et c'est un peu le même discours que tient Xi Jinping aussi en Chine. Mm-hmm. C'est-à-dire, si l'État est en charge, on va bien redistribuer les choses. Et ça a vraiment été très, très fort. Et donc, Poutine, à partir de là, a commencé toute sa machine de propagande contre l'Occident pour montrer aussi toutes les failles dans le message occidental. Puis ça n'a pas été très dur parce qu'il y a plein de choses que l'Occident fait qui, franchement, étaient assez faciles à questionner. On peut remonter jusqu'à la guerre en Irak, le soutien qu'il y a eu lieu avec ça, le fait que le monde occidental n'arrête pas de parler d'un système basé sur les règles, mais dès que c'est eux qui ont à suivre les règles et qui les violent, ben, il n'y a pas de conséquences. Donc ça, c'est sûr que pour Poutine, puis ça ressemblait beaucoup au genre de propagande qu'on voyait dans l'Union soviétique, c'est-à-dire de dire l'Union soviétique n'est pas le meilleur système au monde, mais regardez le vôtre, il est loin d'être sans faille. Donc, c'est une machine qui marchait. C'était un message qui passait très bien et qui passe à nouveau très bien. Et là, ce que Poutine a commencé à essayer de faire, c'est de montrer une alternative au modèle qu'on a en ce moment. Et ça a commencé en 2004. Après, il y a eu la guerre en Syrie, où la Russie est intervenue auprès de Bachar al-Assad. Il y a eu Wagner qui a commencé, donc le groupe Wagner de mercenaires qui a commencé à intervenir, qui est allé s'installer en Afrique. Et avec ça, la Russie offre aussi un modèle social alternatif. Eux, toute la question des droits de l'homme, des droits LGBTQ, tout ça, ils disent non, nous, ce qu'on vous propose, c'est un pays où les Russes sont des Russes, les hommes sont des hommes. Et ça parle à une grande partie du monde. Ils ont aussi ils ont mélangé tous ces messages-là ensemble pour dire on est l'autre superpuissance qui peut s'opposer à celle que vous voyez qui est finalement corrompue, qui est celle de l'Occident. Et ça a été très efficace, parce que c'est précisément pour cette raison-là que, aux Nations Unies, quand il y a eu des votes, etc., et quand l'Ouest a fait appel à ces pays émergents, la Turquie, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., en disant il nous faut du soutien pour l'Ukraine parce qu'on défend la démocratie, on défend un ordre mondial, on défend des valeurs de l'Ouest, etc. Tous ces pays-là ont dit mais non, je suis désolé, pourquoi on ne vous croit pas, on ne vous croit pas du tout, on regarde ce que vous avez fait. Ces dernières décennies. Ouais, mais il y a une majorité ça ne nous intéresse pas. Il y a une majorité importante de pays à l'ONU qui a... Mais il y a un bon nombre qui ont refusé. Azeb, le modèle que Laura Julie a décrit, est-ce que tu le vois aussi dans d'autres pays, que ce soit en Afrique, soit au Moyen-Orient ou en Amérique latine? Est-ce que ça trouve écho, ce message-là? Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. Le discours de Poutine résonne en Afrique. En fait, justement, les pays du BRICS, ça a été créé en 2006. Il y a d'autres pays qui se sont ajoutés. Donc, il y a l'Arabie saoudite, il y a l'Iran, il y a l'Éthiopie qui s'est ajoutée au BRICS. Et ça, c'est Brésil, Afrique du Sud, Inde, donc il y a Chine, évidemment. Donc, il y a toute une nouvelle alliance qui veut faire un contrepoids, en fait, au modèle occidental. Puis c'était aussi une façon puis aussi au niveau économique, c'est un contrepoids pour faire face aussi au FMI, à la Banque mondiale, puisque ça a été presque un échec là, pour les pays en voie de développement, pour l'Afrique. Donc, ils offrent quelque chose de beaucoup plus... ils offrent autre chose, si vous voulez, pour l'Afrique. Ils vont prêter également beaucoup d'argent. La Chine construit toute l'infrastructure, la route de la soie, là, mais en Éthiopie, ils ont construit des métros, ils ont construit des routes. Et c'est sûr que la Chine est vue d'un bon œil, mais on sait très bien que ils y vont aussi par intérêt. L'Afrique, c'est un continent qui regorge de ressources naturelles. C'est considéré un peu comme le coffre-fort du monde, entre guillemets. Donc, évidemment qu'il y a des intérêts. Mais je pense que pour beaucoup de pays africains, je pense qu'on voit quand même des résultats concrets, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la Chine. Le discours dont parlait Laura Julie sur Poutine, c'est vrai que tout ce qui est identité de genre, tout ce qui est communauté LGBT, ce n'est pas vraiment dans les priorités de beaucoup de pays en Afrique et ils ne se reconnaissent pas nécessairement dans le discours des États-Unis, alors qu'ils vont se reconnaître dans un discours de Vladimir Poutine ou même de la Chine. Et les Chinois, c'est très différent, parce qu'ils ne se mêlent pas du tout, je pense que Jean-François pourra mieux en parler que moi, mais ils ne se mêlent pas vraiment de politique. Pour eux, en Chine, quand ils vont dans un pays, en Éthiopie par exemple, c'est celui que je connais le mieux, ils font affaire, ils ne vont pas commencer à dire au gouvernement comment gérer le pays, ils ne vont pas dire il faut que vous soyez démocratique, il ne va pas y avoir une condition à l'aide. Il y a un peu en Chine, je pense qu'ils disent toujours si je vais chez quelqu'un, je suis un invité, je ne vais pas leur dire comment gérer leur maison. Et c'est un peu la façon dont ils agissent dans beaucoup de pays africains, notamment
en Éthiopie. Donc, c'est vrai que ça s'est révélé lors des votes aux Nations Unies, que ce soit pour la guerre en Ukraine, que ce soit pour la question palestinienne, où beaucoup se sont rangés du côté russe ou chinois. Donc on le voit là, ce contrepoids. Et puis juste pour terminer, démographiquement, les pays du BRICS, c'est plus de 3 milliards de personnes. C'est aussi des pays producteurs de pétrole, donc qui détiennent, je pense, 45% du pétrole brut, quand vous pensez à l'Arabie saoudite, quand vous pensez à l'Iran. Donc ça commence à quand même avoir un poids au reste, enfin à l'Occident, à l'Amérique du Nord. Moi, je dis maintenant souvent, nous, les Occidentaux, tu parlais de la Russie, moi je me souviens de la Russie sous le régime soviétique, c'était effrayant, les épiceries vides, etc. Pour ça, il y a eu tout le chaos de la chute et que tu décrivais très bien. Mais je dis maintenant, aujourd'hui, couramment, nous n'avons plus, nous les Occidentaux, le monopole des peuples heureux. Il faut imaginer que dans beaucoup de ces régimes-là, il faut dire qu'il y a beaucoup de propagande aussi, mais je dis tout le temps, dans un pays comme la Chine aujourd'hui, 1,4 milliard d'habitants, les Chinois ont autant de chances de réaliser leurs rêves individuellement que les gens dans notre pays. Puis souvent, quand on voit comment nos gouvernements gèrent, on a nous-mêmes d'ailleurs une démonstration à faire de la capacité de gestion de nos gouvernements. Regardez le gouvernement d'Ottawa, l'émergence de Poilievre, il y a une raison au fond de tout ça. Là. Les gens voient cet argent qui est dépensé sans compter l'argent des contribuables, alors que les gens ont de plus en plus de misère à vivre. Tous les budgets sont toujours dépassés. On n'est pas efficace. Moi, j'ai vécu en Chine pendant 6 ans. Les infrastructures chinoises, les trains à grande vitesse, les transports en commun, la salubrité publique et tout ça dans les villes, maintenant, les villes chinoises qui sont des mégacités sont 10 fois plus efficaces que nos villes. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont à remettre en question et c'est des modèles qui inspirent. Alors, ça aussi, dans la reconstruction, là, ça a une certaine influence. Mais en même temps, il y a tout le côté hypocrite de tout ça. Hein. Les Chinois, quand les Russes ont envahi l'Ukraine, ont applaudi officiellement cette opération de sécurité de la part de Moscou. Et ils venaient quelques semaines avant de fêter une entente de 30 ans de coopération avec l'Ukraine. Et l'Ukraine a aidé la Chine à se développer dans les années 90 parce que les Chinois n'ont pas une alliance stratégique importante avec Moscou, ont eu beaucoup de problèmes dans l'histoire avec les Russes, qui ont essayé de contrôler Mao au début. Mao a rompu avec les Russes. Et donc, quand l'Ukraine a fait son indépendance en 1991, les Chinois sont allés voir l'Ukraine, puis on dit, pouvez-vous nous aider militairement? Les Chinois voulaient reconstruire, moderniser leur armée. L'Ukraine avait tout ce qu'il fallait de l'Union soviétique pour les aider. L'Ukraine est un grenier mondial, donc les Ukrainiens ont beaucoup aidé les Chinois qui avaient des problèmes d'alimentation importants, etc., etc. Et du jour au lendemain, on appuie Moscou. Là, il y a la grande cérémonie de cette semaine. Mais tout ça, c'est une alliance extrêmement opportuniste, le mot est anglais, extrêmement opportuniste, qui vit encore de beaucoup de méfiance, mais dans les circonstances, ils s'entraident. C'est ça qui est inquiétant dans tout ça, là. J'ai la tâche ingrate de gérer le chrono et étant donné que je veux vraiment garantir un 20 minutes de questions au public, je me permets deux dernières questions. Face à tout ce changement-là, est-ce qu'on assiste quand même à une certaine riposte de l'Amérique et de l'Europe pour essayer de contrer cette perte d'influence-là? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on voit quelque chose qui s'organise? Je voudrais bien dire un petit mot sur l'Europe, parce que je pense que immédiatement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je pense que ce qu'on a vu, c'est que l'Ouest, donc l'Europe et les États-Unis, n'ont jamais été aussi unis, mais ils n'ont jamais été aussi faibles en même temps. Ouais. C'est vraiment ce qu'on est en train de voir. Et l'Europe, franchement, si jamais il y avait un moment où il y avait un besoin pour une Europe forte, et c'est ça que donne tout le temps Emmanuel Macron, une autonomie stratégique, une souveraineté stratégique de l'Europe, une Europe de la défense, etc.
L'Europe s'affaiblit. Là, on aura dans 3 semaines des élections pour le Parlement européen. Les partis nationalistes, populistes, d'extrême droite vont très probablement finir en première position dans 9 pays et deuxième ou troisième position dans encore 9 autres pays. On a des gouvernements dans les capitales de l'Europe où il y a des coalitions au gouvernement, soit menées par des partis d'extrême droite comme en Italie, soit avec des partis d'extrême droite qui sont membres de cette coalition. C'est le cas en Finlande, en Croatie, aux Pays-Bas, juste la semaine dernière. Et voilà, il y a cet esprit de nationalisme, de populisme, d'un retour sur soi. Et vraiment au moment où le monde, je pense, a besoin d'une Europe forte qui est capable de prendre de grandes décisions face non seulement à l'avancée de la Chine, la guerre en Ukraine, etc., la crise climatique. Il va falloir des décisions énormes. Et l'Europe, franchement, est de moins en moins dans un état de pouvoir prendre ces décisions parce qu'elle n'est pas unie elle-même. Et les États-Unis se retournent sur eux-mêmes. Le Canada, pourquoi le gouvernement canadien n'a pas de politique internationale? Parce que le Canada est obsédé de sa cohérence interne. Actuellement, le Canada n'est pas tourné sur le monde, on n'a plus de vision. Et ça, c'est extrêmement important, c'est extrêmement dangereux. On le constate aux États-Unis aussi. Oui, voilà. C'est la grande question. Hein. C'est Biden qui va être beaucoup plus l'OTAN. C'est lui qui a renforcé un peu l'OTAN. Là, il a même réussi à faire ajouter 2 pays. Donc, c'est vraiment aller à l'encontre de ce que Poutine voulait au départ. Donc, si c'est Donald Trump, il l'a déjà dit plusieurs fois, que lui, si les pays ne payent pas leurs 2% de leur PIB, il ne va pas défendre qui que ce soit. Donc, c'est sûr que les Américains ont ce choix-là aussi entre Donald Trump et Joe Biden. Et ça va faire une différence sur le plan international. Il faut aussi parler de l'Inde. Je pense que Jean-François en a parlé aussi tout à l'heure. L'Inde, c'est un pays extrêmement important pour l'Ukraine. Ils ont un peu, entre guillemets, sauvé la Russie. En achetant le pétrole russe. Donc, ça fait vraiment des différences, je pense, ce nouveau pouvoir, cette nouvelle économie émergente. Ouais, et l'Inde, justement, pour rebondir sur ce que disait John tout à l'heure, c'est vraiment le pays par excellence du multi-alignement. On parlait justement d'avoir plus de blocs, mais tout le monde collabore avec tout le monde. L'Inde et la Turquie, en ce moment, là, sont vraiment rendus des grands experts. Moi, j'appelle ça jouer au backgammon des 2 côtés du tableau en même temps. C'est ça. Et on le voit vraiment. Et l'Inde, en ce moment, joue et gagne à faire ça. Donc, en étant à la fois un petit peu avec l'Occident. Narendra Modi se présente dans les grandes capitales occidentales. On lui fait des courbettes parce qu'on veut justement utiliser l'Inde pour contrebalancer le pouvoir de la Chine. En même temps, justement, il continue à acheter du pétrole en Russie sans avoir aucune sanction. Et donc, l'Inde joue un rôle très fort comme porte-parole du Sud global et pour montrer justement certaines des contradictions de l'Occident par rapport à la collaboration internationale. Donc, c'est un rôle très important. Et là, avec les élections qui ont lieu en Inde en ce moment, on va voir ce que ça va donner, mais on le voit aussi, un ton beaucoup plus fort. Même chose pour la Chine. Le Canada, là-dedans, se ramasse vraiment mal pris parce qu'on a beaucoup tiré avantage du fait des blocs. Parce que le fait qu'on était dans le bloc américain, on était le petit cousin à côté qui collaborait. Mais là, on nous oublie la plupart du temps. John, tu l'as dit toi-même, on parle de l'Europe et des États-Unis qui sont ensemble. Le Canada est comme un petit peu dans l'angle mort de tout ça tout le temps. Et on se ramasse nous-mêmes à avoir de la difficulté, donc, à recréer des liens, à faire du multi-alignement. Pour l'instant, ce n'est pas notre spécialité. Et notre principal allié n'est plus vraiment fiable, les États-Unis. En terminant, la dernière question, si une personne veut répondre, parce qu'après, on va laisser le temps au public, mais tu as parlé de l'extrême droite en Europe, mais c'est vrai aussi ailleurs dans le monde. Donc, est-ce que la montée de l'extrême droite devient quelque part quelque chose qui unit ces différentes nations-là, pas juste en Europe, mais à travers le monde entier? Moi, je parle plus de la montée
du repli. Des autocrates. OK. Donc, la démocratie qui est en recul parce qu'elle a des démonstrations à faire. Mais j'arrêterai là pour l'instant. Mais il y a une coalition d'extrême droite. Ouais. Hein? On peut regarder entre Steve Bannon aux États-Unis, Oui. Pavel Dugin, qui est en fait l'idéateur un peu là, de la Russie impérialiste, qui est un bon ami. Ces gens-là se tiennent avec Bolsonaro au Brésil. Il y a toute la Orban, constellation Trump, Victor. il y a Orban. Donc, il y a vraiment une coalition. Et quand j'avais interrogé Dugin à Moscou, il me disait justement qu'il était même en contact avec des organisations au Québec. Donc, il y a vraiment, ils se parlent tous entre eux. Ils utilisent les mêmes stratégies. Il y a beaucoup de gens qui considèrent en fait que le gouvernement nationaliste hindou est aussi d'extrême droite en Inde. Et il y a beaucoup donc de tactiques qui sont utilisées et qui sont utilisées d'une place à l'autre. Juste très, très brièvement, pour rebondir sur ça, et la Chine, vraiment, on le voit très, très clairement, exploite et vraiment fait tout ce qu'elle peut pour utiliser cette coalition, cette sorte de voilà, constellation d'extrême droite pour diviser l'Occident. On l'a vu très, très, très clairement la semaine dernière avec la visite en Europe de Xi Jinping, qui est donc il est allé en premier à Paris. Parce qu'il fallait voir Macron et von der Leyen, le président de la Commission européenne, parce qu'il fallait à tout prix éviter des tarifs punitifs sur des voitures, l'importation de voitures électriques pas chères chinoises en Europe. Mais après, où est-ce qu'il allait après ? Il a fait 3 arrêts en Europe. Paris, après il est allé voir Viktor Orban en Hongrie, qui est vraiment le trouble fait, le leader européen qui fait tout ce qu'il peut pour diminuer l'efficacité de l'action européenne. Et ensuite, il est allé en Serbie, encore un pays avec un gouvernement d'extrême droite, vraiment ouvertement pro-Moscou, pro-Poutine, pro-russe. Donc c'est vraiment cette idée de diviser pour pas gouverner, mais conquérir. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, en tout cas, bref. Et Orban, qui est très proche de Donald Trump. Ce qui est intéressant, dans la primaire de l'Iowa, c'était le rassemblement de Donald Trump, il y avait Nigel Farage, qui était vraiment le leader en ligne pour le Brexit en Grande-Bretagne. Donc, c'est vrai qu'ils sont tous très, très liés. Je veux juste terminer parce qu'il faut être très rapide. J'avais parlé à une électrice une fois qui m'avait dit il y a les nouveaux rois mages du temps moderne. C'est Vladimir Poutine, Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Elle dit ce sont vraiment les personnes, les envoyés de Dieu, entre guillemets. Et voilà. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Oui, parce qu'on n'a pas parlé en plus du Moyen-Orient. Ouais. Ah ouais. Ah bah ouais. Alors, comme on dit dans l'univers de la télé, on est top chrono, notre conducteur iNews balance. Alors là, on va ouvrir la période de questions. Donc, si vous voulez adresser votre question à une personne en particulier, indiquez-le. Sinon, on va assumer que votre question s'adresse à nos 4 panélistes. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entrée de jeu qui voudrait poser la première question. Et là, il y en a plein. Oui, je sais, il y en a plein. Des fois, j'essaie de favoriser ceux qui sont peut-être derrière, mais là, j'en vois pas derrière, donc je vais donner la parole à monsieur ici. 1, 2, 3 en arrière. Là. Derrière? OK. Prochain. Monsieur? Oui, je pense que... Monsieur là-bas. Désolé. Monsieur, juste derrière. Vous tracez un portrait réaliste, mais un portrait jojo de la situation. Merci pour d'être là. Mais est-ce que vous voyez émerger des ferments, je ne sais pas, des Mandela d'aujourd'hui, des Gandhi qui amènent ferments, des semences qui feraient en sorte qu'on pourrait comme fédérer puis faire en sorte, parce que les défis qu'on a sont globaux, sont mondiaux. Alors je me dis, est-ce qu'il existe quelque part des ferments qui nous permettent de fédérer tout ce beau monde-là? Moi, parce que comme je suis le plus vieux, je vais répondre en premier. Mais d'abord, ce qu'on a décrit tout à l'heure, depuis le début, c'est un monde qui est en fait extrêmement complexe, dont il est très difficile de prévoir où tout ça s'en va. Quand tu parlais de l'Inde qui essaie de jouer un rôle, mais l'Inde, d'abord, se positionne d'abord et avant tout contre son ennemi public numéro 1, qui est la Chine.
C'est deux puissances qui sont littéralement l'une contre l'autre. Et qui le ont des Pakistan. conflits. Ouais, mais je parle disons, les deux gros, là. Et puis, leur jeu international tourne d'abord à partir de ça. On n'a d'ailleurs même pas parlé d'Israël. Moi, ce qui m'inquiète du phénomène israélien, on va en parler demain, on a un atelier là-dessus, mais d'abord, c'est le degré de violence dans lequel on se situe actuellement dans ce conflit-là qu'on n'a jamais vu avant à ce point-là. Mais aussi, surtout, quand on parlait du consensus de Washington puis du rôle de police de Washington, regardez comment les États-Unis sont incapables de mettre de l'ordre dans tout ça, un ordre relatif, et de calmer Netanyahou qui ne respecte rien dans tout ça. Je ne parle pas du Hamas qui était un groupe ultra-violent, mais là, on parle d'un État démocratique. Moi, je dis tout le temps, dans un autre ordre d'idées, si on était sain d'esprit collectivement dans le monde, une démocratie qui est appuyée par les plus grandes démocraties du monde, un pays riche qui a la plus grande armée au Moyen-Orient, Israël a le devoir de régler cette guerre-là. Ce que Netanyahou n'a jamais fait, au contraire, depuis qu'il est au pouvoir, il a mis de l'huile sur le feu sans arrêt. Donc ça, c'est une aparté. Donc, ce que je veux dire, parce que vous parliez des leaders qu'on admire. Moi, c'est ça qui me désole un peu, c'est qu'il y a des choses qui m'intéressent, comme les défis de l'Europe. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un ensemble compliqué à gérer. L'issue de l'élection américaine. Ouais. Mais il n'y a effectivement pas de grande pensée politique stimulante face à cette situation complexe-là qui s'en vient. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup aussi. Ouais. Et je pense qu'on est face à... On est confronté avec globalement, et dans beaucoup de pays, avec une génération d'hommes et de femmes politiques qui ont découvert ou qui ont compris que promettre des réponses simples à des problèmes complexes, ça marche électoralement. Ouais. Et c'est vraiment pour moi, c'est ça. On a... Si je parle pour mon pays, la Grande-Bretagne, par exemple, qui a voté il y a 6 ans le Brexit, suite à une série de promesses qui ne seraient jamais tenues. C'était évident. Le Brexit était vendu sur toute une série de mensonges. Et ce qui... Moi, j'avais toujours compris que ça allait être un désastre économique. C'est en train de le devenir. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est le désastre que ça a été pour la démocratie britannique, dans le sens où on a maintenant toute une génération d'hommes et de femmes politiques qui, parce qu'ils ont promis tout et n'importe quoi, que le Brexit allait vraiment sauver la Grande-Bretagne, etc., politiquement, ils ne peuvent pas admettre, ils ne peuvent pas reconnaître maintenant, même pas que le Brexit était une erreur, mais ils ne peuvent même pas dire bon, on l'a voté, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences négatives. Ils ne sont même pas capables de dire ça. Ils sont obligés, politiquement, électoralement, de dire c'était un succès, c'est magnifique, on va continuer comme ça. Je pense qu'il y a des raisons d'espérer. La pandémie a fait très mal au tissu social mondial. On voyait un grand mouvement, notamment pour les changements climatiques avant la pandémie, qui est beaucoup plus tranquille depuis. Mais notamment en Iran, on a vu récemment un mouvement social très fort mené par les jeunes femmes qui en ont assez. Et je pense qu'on va commencer à voir de plus en plus de ça, mais la répression est tellement forte en ce moment, et c'est là surtout que c'est difficile parce que dans le désordre mondial qu'on vit, les pays agissent de plus en plus en pleine impunité. Ça inclut ce qui se passe au Proche-Orient, mais ça inclut ce qui se passe en Iran, ça inclut ce qui se passe ailleurs, et c'est ça qui inquiète, c'est-à-dire qu'il y a toute une génération, je pense, qui a envie de se lever, mais qui voit venir la matraque qui va lui tomber sur la tête. On voit qu'ils ont du courage. En tout cas, moi, je trouve que c'est un de nos défis comme journalistes, c'est de parler de ces gens-là
Oui. de montrer qu'il y a une résistance On l'a à dit travers cette le monde. semaine en Ouais. Géorgie, tout récemment, cette semaine en Géorgie. Exactement. En Géorgie, exactement, un pays extraordinaire où justement les gens se lèvent. Il va falloir qu'on parle de ces gens-là, qu'on parle d'eux, puis qu'on parle des solutions qu'ils avancent. Je pense que c'est important. Je pense, pour répondre à votre question, je pense que c'est vrai qu'il y a un vide de personnages politiques ou de personnalités qui nous inspirent et qui nous donnent vraiment de l'espoir. Je pense que pour revenir sur le Proche-Orient, du côté des États-Unis, moi j'avais interviewé une étudiante dans un des campements qui était contre la guerre à Gaza, puis elle me disait, une Américaine là, qui me disait, je pensais qu'on était du bon côté de l'histoire. Et là, on est en train de vraiment envoyer des armes à un pays qui bombarde une population civile. Que le Hamas utilise ou pas la population civile comme bouclier humain, même s'il les utilise comme bouclier humain, comment se fait-il qu'on soutient ces bombardements-là? Comment se fait-il qu'on continue à armer ce pays-là? Et c'est vrai que Joe Biden, il maintenait toujours le discours en disant attention à la population civile. Hein. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, est allé à plusieurs reprises là-bas pour dire, pour discuter, essayer de négocier un cessez-le-feu, tout en continuant à donner les armes. Il y a une unanimité au Congrès, ça n'a jamais été remis en question, ce soutien-là, mais avec cette guerre-là, beaucoup d'Américains, surtout cette nouvelle génération, les jeunes, ils ont vu ce visage des États-Unis qu'ils ne connaissaient pas. C'est un peu démasqué, en fait, l'establishment américain. Et donc, je pense que la nouvelle génération, ils sont assez réveillés, ils posent des questions. Et peut-être qu'on va voir de là surgir quelqu'un qui va nous inspirer tous. Question, je vais privilégier le fond s'il y a quelqu'un. Il y avait une dame, Mais là. moi, j'ai le projecteur dans les yeux. Donc... Alors, OK. OK. Là-bas. Ah oui. Quelles sont les lignes d'espoir pour sortir de ce chaos? On cherche des leaders. Est-ce qu'il y a des lignes d'espoir quelque part? Ben, c'est sûr qu'il y en a. On en a décrit quelques-unes. Tu parles des jeunes, des femmes en Iran, la jeunesse. Le débat sur les campus sur la guerre en Israël est vraiment intéressant. D'ailleurs, ça reflète un phénomène démographique aussi, c'est qu'il y a plus d'Arabes et de musulmans au Canada qu'avant. C'est pour ça que ces débats-là existent. C'est la même chose aux États-Unis. Mais on peut regarder des exemples comme le Sénégal récemment, ce qui est arrivé. C'est une élection vraiment qui a été une surprise. Il y a encore des capacités. Mais c'est ces signes-là que je trouve qu'il faut chercher, sur lesquels il faut accentuer notre attention, parce qu'effectivement, dans le désordre actuel, il y a des tendances qui peuvent se prendre et qui peuvent devenir dangereuses. Oui, pour rebondir aussi, et si on regarde vers l'Europe, je pense que les élections les plus récentes en Pologne, oui, par exemple. Malheureusement, il faut bien le dire, que là où il y a de l'espoir, c'est que le parti nationaliste populiste a été battu, mais il fallait 8 ans de gouvernement par ce parti pour que les électeurs polonais comprennent que ce parti-là n'agissait pas dans leurs intérêts. Donc il y a de l'espoir à terme, mais s'il va falloir d'abord traverser une sorte de traversée du désert de gouvernement d'extrême droite et populiste, ça va être dur, parce que, comme je disais tout à l'heure, le monde est vraiment dans un moment charnier. Je pense. On est vraiment face à d'énormes défis, et ce n'est pas les populistes qui vont les résoudre. Est-ce que je peux faire la cheerleader en chef? L'optimisme. Le monde va mieux qu'il n'a jamais été, malgré tout ça. Et ça, on l'oublie. Il y a plus de gens qui sont sortis de la pauvreté dans les 20 dernières années qu'on n'en a jamais vu. Les enfants meurent moins, les femmes meurent moins. Il y a des grandes avancées technologiques. On m'expliquait qu'en Inde, le pays a fait des bonds technologiques extraordinaires dans les 10 dernières années et qui donnent énormément de moyens aux gens les moins fortunés. Le téléphone cellulaire, ça a été une révolution dans une grande partie du monde. Et en fait, on contribue un peu en parlant autant du désordre aujourd'hui, mais c'est aussi la stratégie
de l'extrême droite qui parlent du désordre dans nos propres pays. On parle notamment du carnage américain là, de Trump, parce qu'en fait, la tendance psychologique de l'être humain, c'est quand il y a du désordre, c'est chercher de l'ordre et c'est chercher un homme fort qui va nous imposer une solution. Alors que si on voit qu'en fait, on a des démocraties quand même assez matures, qui ont toutes sortes de problèmes qu'on a besoin de régler, mais qui soutiennent une grande partie de la population mondiale, puis qu'on voit en fait les avancées qu'on a faites, bien, ça nous permet de relativiser puis de dire bien, on est capable d'aller de l'avant puis d'améliorer ce qui est amélioré sans paniquer et sans laisser justement des gens qui veulent nous manipuler aller prendre le pouvoir au nom du désordre mondial. Donc, oui, il y a un désordre, mais en même temps, il faut voir que la maison n'est pas complètement en train de s'effondrer. Mais par contre, moi, je dis tout le temps qu'il faut, nos démocraties ont un devoir de démonstration. Oui. Donc, qu'on s'occupe de nos populations. On doit mieux s'occuper de nos populations. J'ai fait des discours comme ça aux députés à Québec récemment parce que je pense que c'est en jeu, cette histoire-là. Et effectivement, il y en a, je l'ai décrit dès le début. On a eu des années extraordinaires en termes de réalisation, mais le danger, c'est de compromettre tout ça. Quand on voit ce qui éclate au Moyen-Orient, la violence avec laquelle tout ça s'est produit, on se dit, comment ça se fait que si on avait fait tous ces progrès-là, on recule à ce point-là en si peu de temps? Et c'est extrêmement dangereux, mais il y a de l'espoir. Il faut effectivement miser sur ce qui est positif aussi. Là, on a peut-être été trop... Oui. Question trop oui, vous, chandail noir. Dans ce que The Economist disait dans ce dossier-là, sur vers quel ordre économique allons-nous, il disait, on a fait le chaos, là, on a décrit le chaos puis le problème de nos grandes organisations internationales, mais il disait justement un peu ce que vous dites, il va falloir, cette situation-là, il faut absolument la retourner parce qu'il y a des défis qui s'en viennent, qui sont invraisemblables. Toute la gestion de l'intelligence artificielle, évidemment, les questions environnementales qui deviennent de plus en plus aiguës, toute la question de l'espace, la conquête de l'espace, ça, là, les conséquences de ça, si on y va en rang guerrier, etc., etc. Puis un des bilans qui disait aussi, c'est qu'on n'a jamais, malheureusement, à cause de tout ce qui se passe actuellement, investi autant dans les armements. Et plus plus la course aux armements se poursuit, plus on s'éloigne de la paix. Donc, il va falloir promouvoir la paix beaucoup mieux, puis voir où on s'en va dans ce domaine-là aussi. C'est vrai que, comme vous dites, ça serait un monde idéal, en fait, si on pouvait, que les pays puissent produire localement. Moi, je regarde, par exemple, en Afrique, je regarde en Éthiopie, les terres sont achetées par l'Arabie saoudite, par la Chine, des terres arables. Donc, on reste quand même dans un équilibre qui est assez fragile. Quand on voit aussi beaucoup de migrants, moi je pense qu'un des défis du XXIe siècle, c'est le flux migratoire. On l'a vu à la frontière américaine, des millions de gens qui quittent, que ce soit d'Afrique. On voit même des gens quitter l'Asie, de la Chine beaucoup, qui se retrouvent à la frontière mexicaine. Là. Donc je pense qu'il y a énormément de défis là, pour le XXIe siècle. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment enfin, moi, je ne veux pas être pessimiste, mais il n'y a pas vraiment un système qui va résoudre, ou en tout cas essayer de compromettre. Oui, voilà, c'est ça. Qui va essayer de régler tout ça, ouais. Je crois qu'on... Oui, Laura Julie? Une petite chose. Peut-être une des occasions qu'on a, c'est qu'il y avait peut-être un besoin de rééquilibrage des forces en puissance. C'est-à-dire que c'est bien beau le modèle occidental, là, mais à un moment donné, justement, on a créé un système très inégal. Le Conseil de sécurité des Nations unies en est un bon exemple,
où 5 pays font la pluie et le beau temps, alors qu'il y a des pays ultra puissants qui devraient être là, qui n'y sont pas. Le G7, hein, qui est ce club select, et là, le Canada devrait même plus être dedans parce qu'on est loin d'être la 7e économie mondiale. Donc, il va vraiment falloir revoir, en fait, ces organisations-là pour qu'elles soient plus inclusives, que tout le monde se sente entendu, parce que sinon, ça va continuer. En fait, ça va mettre du feu là, sur la concurrence mondiale. Je me permets une dernière question, parce que c'est moi qui gère le chronomètre. Je pense que vous... Ah! Hey, je suis fine, hein? Je suis fine. Merci. C'est parce que je suis sur le conseil d'administration que j'ai gagné 5 minutes, c'est bon. Alors, on a une question en avant. Veux-tu commencer? Oui, parce qu'en fait, la question qu'il faut se poser, c'est s'il n'y avait pas d'ONU, on en serait où? Parce que c'est vrai qu'ils ne réussissent pas à tout faire. L'ONU est aussi fort que les États membres qui le composent. Ouais. Et en ce moment, tout le monde veut faire chacun son affaire, donc ça ne marche pas bien. Mais c'est quand même une grande plateforme de discussion, d'échange. Il y a beaucoup de choses qui se font aux Nations unies. Quand on pense à toutes les agences des Nations unies, qu'est-ce qui se passerait en ce moment à Gaza s'il n'y avait pas au moins les Nations unies qui étaient là? Mais en effet, il y a un vrai problème de pouvoir au sein de cette organisation. On a fait ça pour garder la paix mondiale. Mais là, on voit que ça ne marche plus. On a un problème avec la justice internationale aussi, qui peut dire des choses, mais c'est rendu symbolique plus que... Et elles sont menacées par certains pays. Exactement. Donc, je pense qu'au contraire, au lieu de dire l'ONU ne fonctionne pas, on devrait se demander, bon, mais qu'est-ce qu'on fait pour que l'ONU fonctionne mieux? Et surtout, je pense que ça va être un examen de conscience de tous les partis. Les États-Unis sont l'exemple parfait du pays qui finance l'ONU beaucoup, mais qui, la plupart du temps, ne veut même pas ratifier la plupart des traités. Exactement. Donc, c'est que les choses s'appliquent aux autres, mais pas trop à moi. Ça, je veux dire, c'est dans le monde où on vit, je pense que c'est juste plus acceptable. Mais le désordre qu'on a décrit depuis le début, ou le nouvel ordre, peu importe, en croissance, se reflète dans ces organisations-là, qui sont incapables de prendre des décisions. Le pauvre Antonio Guterres, c'est terrible. On a l'impression du gars qui crie au loup sans arrêt, puis plus personne ne l'écoute. Et pourquoi les réformes, tu l'as dit, les réformes, elles sont là, sur la table, depuis 20 ans. Et c'est toujours les mêmes 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui bloquent tout. Alors, et puis dès qu'on essaie de consulter les autres, ça devient une sorte de cacophonie. Alors, est-ce qu'on doit tout simplement laisser ces choses-là se détériorer? Est-ce que les organismes internationaux sont aussi importants qu'ils... C'est des questions passionnantes et qui ne se résolvent pas, malheureusement. Un signe de paix ici, monsieur. Est-ce que le nouvel ordre mondial pour la Russie pourrait aboutir à la Troisième Guerre mondiale? Parce qu'on voit l'Ukraine. Bien, moi, je cite tout le temps, je me souviens je ne sais pas s'il est encore président, c'était le président sortant de la Finlande. Les Finlandais, ils connaissent très bien les Russes. Ils partagent une frontière de 1000 kilomètres et plus avec eux. Et il a dit, il quittait le pouvoir, puis il a fait une longue entrevue, je ne me souviens plus à qui à l'époque, des grands magazines mondiaux, et puis il disait, plus la guerre en Ukraine dure, plus les possibilités que ça devienne dangereux augmentent. Et ça m'inquiète beaucoup aussi. Mais de là à dire, tu sais, il brandit constamment la menace et tout ça, mais vous savez ce que ça veut dire quand même. Je pense qu'on est tous conscients, et eux-mêmes le sont aussi. D'ailleurs, il y a une chose que je tiens à dire ici, parce que je pense que peu de gens savent ça. Mais vous savez que quand l'Ukraine a décidé de faire son indépendance, de quitter ce qui se constituait, la Fédération russe et tout ça, de quitter la Russie, la première chose que l'Ukraine a faite, c'est qu'elle a redonné ses ogives nucléaires à la Russie. Savez-vous ça? Oui, parce que, justement, ils ne voulaient pas choquer outre mesure les Russes. Ils ne voulaient pas braquer les Russes outre mesure, et ils ont fait ça. Aujourd'hui, s'ils avaient l'arme nucléaire, peut-être que le conflit n'aurait jamais été déclaré, mais il faut voir ces choses-là comme ça. Donc, il y a un danger, puis plus la situation dure, plus il reste d'y avoir de l'impulsivité du côté du plus fort, celui qui envahit, puis c'est inquiétant. Et Vladimir Poutine a même assisté au 10e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine.
et avait donné des garanties en disant que la Russie reconnaissait absolument l'indépendance de l'Ukraine. Justement, il saluait le retour des armes nucléaires, tatati tatata. Puis ça a pris quelques années de plus pour que tout ça tombe à l'eau. Ouais. Dernière question rapide? Oui? Est-ce que vous pensez que la manière que les technologies de l'information, les communications, la manière dont on communique et qu'on socialise, dans le fond, est-ce que ça ne joue pas un rôle dans la manière que un nouvel ordre s'installe, les pouvoirs se redistribuent différemment, même que ça remet en question nos principes démocratiques, parce que les opinions, les nouvelles, c'est comme si la démocratie perd absolument sa crédibilité, parce que n'importe quelle opinion peut devenir très populaire, n'importe quelle fausse information peut, dans le fond, donner le ton. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que les réseaux sociaux, surtout, ont contribué à la création d'un monde où il est maintenant parfaitement possible de passer toutes ces journées dans une sorte de bulle d'opinion où on rencontre rien qui est en désaccord avec votre conception du monde. Et c'est vrai que ça fait le jeu, évidemment, ça fait le jeu des populistes, ça fait le jeu des hommes et des femmes politiques malhonnêtes, les gens qui prônent l'ordre et qui prônent des solutions simples pour des problèmes complexes. Et oui, les théories de complot, conspiration, etc., vivent vraiment leur meilleure vie en ce moment. Et ça joue absolument un rôle, je suis complètement d'accord. Dans certains pays, ça peut déclencher une guerre. Facebook, on n'est pas obligé de vérifier la nouvelle, donc ça peut être... Mais l'envers de la médaille, par exemple, à Gaza, il n'y a pas de journaliste. Il n'y a personne qui est là. Donc les gens se sont informés, les images, c'est sur les réseaux sociaux. Donc ça a aussi démocratisé un peu l'accès aux nouvelles, aux images, là où justement on ne pouvait pas avoir de journalistes ou de caméras. Donc c'est... Il y a des journalistes, mais il n'y a pas de journalistes étrangers. Mais il y a des journalistes. Mais c'est ça, mais qui ont pu diffuser aussi, on a pu pouvoir avoir accès grâce aux réseaux sociaux, c'est ça. Ouais. Notamment, on l'a vu en Iran, où on s'alimentait beaucoup aussi, sur ce que les gens dans le pays pouvaient envoyer. Et les médias occidentaux ont récupéré ces images-là, faute d'avoir une meilleure information. Je pense qu'il y a un peu de tout dans la prolifération de l'information. Il y a du bon comme du mauvais. Puis c'est sûr qu'on va s'adapter. Mais je terminais peut-être en disant, quelqu'un disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des leaders qui vont émerger et tout ça? Moi, je dis une chose dans mon livre sur la Chine que tout le monde, que beaucoup de gens ont été surpris de lire, c'est que Deng Xiaoping, le leader qui a pris la Chine après Mao, est pour moi un des plus grands leaders du 20e siècle. Il y en a eu des grands leaders, les Churchill, les De Gaulle et tout ça. Il faut imaginer ce qu'était l'Europe en 1945, là, parce qu'on pense que c'était facile, mais c'était extrêmement difficile. On était dans un nouveau monde et tout ça. Mais ce personnage-là, moi, ce qui m'a impressionné dans ce petit personnage, un petit homme qui avait souffert lui-même de Mao, il était un ministre de Mao, il a souffert de Mao, son fils est devenu infirme à cause des gardes rouges chinois et tout ça. Mais ce personnage-là, la première chose qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a dit aux Chinois dorénavant, il n'est plus honteux d'être riche. Et il a cru dans ce peuple-là. Puis il a dit, je vais vous donner les instruments et vous allez vous développer. Qu'on en pense ce qu'on veut, c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai été témoin de ça quand j'étais correspondant dans les années 80. Puis je disais, si ça continue, si le Parti communiste chinois laisse les Chinois travailler, la Chine va devenir une des premières puissances mondiales dans 30 ans. Et personne ne me croyait à l'époque, mais moi, je voyais les réformes, je voyais ce que les gens ont fait. Puis aujourd'hui, 70 de l'économie chinoise, contrairement à ce qu'on pense, c'est une économie privée, de marché. Et donc, moi, je pense qu'il nous faut des leaders comme ça qui vont permettre aux citoyens et aux peuples. Les peuples ne veulent pas la guerre, contrairement à ce qu'on pense. Et il faut permettre au peuple de s'épanouir, donner des chances au peuple
justice sociale, etc., etc. Puis ça, on a énormément besoin de ça dans l'avenir. Puis, médias sociaux ou pas, là, Ouais. c'est ça qui est important. On est vendredi après-midi, on arrive à remplir une salle complète pour parler du nouvel ordre mondial. Vous êtes vraiment un public super. Mais merci pour votre présence et une bonne main d'applaudissements. John Henley, Laura Gris-Perrault, Jean-François Lépine, Adèle Wadégari. Et notre animatrice. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Ah.